Bonsoir à tous, bonsoir et merci beaucoup d'être présents pour cette rencontre assez exceptionnelle entre Jean-Baptiste Delamo et Sorge Chalandon. Assez exceptionnelle parce que ce sont deux écrivains très importants du paysage littéraire français depuis de longues années et deux écrivains qui ont publié des romans en cette rentrée, tous les deux applaudis notamment par les libraires. Alors le premier à ma droite, Sorge Chalandon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un écrivain déjà couvert de prix, prix Médicis pour Une promesse, Grand Prix de l'Académie française pour Retour à Quélibex, je ne vais pas tous les citer. Et votre nouveau roman, Enfant de salaud, chez Grasset, a été nommé en tête du palmarès des libraires Livre Hebdo Oui. il y a quelques jours. Oui. Et à vos côtés, Jean-Baptiste Delamo, bonsoir. Bonsoir. Vous aussi, prix Goncourt du premier roman pour Une éducation libertine, c'était en 2008 dans mon souvenir, prix du Livre Inter en 2017 pour Règne animal, et en cette rentrée, lauréat du prix du roman Fnac pour Le Fils de l'homme chez Gallimard. Alors, ce n'est pas forcément pour cette raison, parce que vous êtes au sommet des palmarès de libraires qu'on vous rejoint, qu'on vous retrouve tous les deux sur le même plateau, mais aussi parce que vos deux romans évoquent la figure paternelle, la figure d'un père inquiétante, figure mystérieuse, habitée par des secrets et une violence dont on a sans doute peur d'hériter. Et je voudrais lire l'épigramme du roman de Jean-Baptiste Delamo, Le Fils de l'homme. C'est un épigramme de Sénèque qui dit ceci: Et la rage des pères revivra chez les fils à chaque génération. Sénèque, c'est dans Thieste. Sorge Chalandon, ça doit vous parler. C'est pas l'épigramme de votre roman, mais ça doit vous parler, cet épigramme. L'idée, c'est de faire en sorte que ça ne rejaillisse pas, jamais. C'est que la rage des pères s'arrête à mon père et ne me rejoigne pas. Donc moi, mon combat au quotidien, puisque mon père, son problème, il y avait la violence, il y avait le mensonge, etc. Mais son problème, c'était son problème avec la vérité. C'est un homme qui vivait dans le mensonge sans cesse. Donc ça s'est arrêté à lui. Moi, je fais en sorte que tout ce qu'il fut ne me suive pas, ne me hante pas. C'est pour ça que l'on écrit aussi. Donc j'aime beaucoup cette phrase de Sénèque, mais j'essaye de m'en éloigner le plus possible. Avec cette phrase de Sénèque, on est déjà dans l'Antiquité romaine. Il y a d'ailleurs d'un côté un caractère de tragédie antique dans Le Fils de l'homme. On pourrait même remonter un peu plus loin, avec notamment dans ce chapitre introductif qui renvoie à des temps qui sont quasiment des temps mythologiques. Et puis ce récit très simple, Jean-Baptiste Delamo, un homme, une femme, leur fils, une simplicité poussée à l'extrême. Est-ce que c'était une volonté de faire de cette famille nucléaire un caractère universel, d'arriver à trouver cette simplicité? Oui, j'avais envie de saisir ces personnages que l'on devine issus d'une classe sociale relativement prolétaire et finalement d'en faire des figures universelles, des figures presque mythologiques. Et ne pas les nommer, c'était une façon pour moi de les arracher en quelque sorte à leur banalité pour les entraîner de ce côté-là. Alors, traçons un peu la trame du livre. C'est un enfant de 9 ans qui vit avec sa mère et son père a disparu depuis au moins 6 ans. Et au bout de 6 ans, il réapparaît et il les convainc en quelques semaines d'aller partir dans la montagne pour aller retrouver une maison dont on découvrira un petit peu plus tard dans le récit l'histoire de cette maison. Il y a deux chasses qui encadre le récit. Une chasse, comme vous l'avez dit, mythologique, une chasse des temps anciens, et puis une chasse qui est, elle, beaucoup plus contemporaine. Pourquoi avoir enserré ce récit dans ces deux chasses, dans ces deux moments de violence qui viennent le contenir? Parce que la première chasse, qui est celle donc de l'éducation d'un jeune garçon à l'époque préhistorique, à la chasse et à la mise à mort d'un animal, c'était une façon pour moi d'essayer de retourner à des images primitives, fondatrices d'une violence qui, le texte le suggère, serait ensuite répercutée à travers les âges et à travers les générations. C'est un lien inévitable, la violence, entre ces générations? Sorge nous apporte la preuve que non, qu'on peut rompre avec cet héritage-là. Je trouve magnifique de voir à quel point la littérature a pu justement donner fin à cette transmission. Moi, mes personnages sont malheureusement encore prisonniers d'un cercle de la répétition et de la transmission. Même s'ils essaient d'en échapper, ils se débattent avec des déterminismes qui sont des déterminismes sociaux et familiaux.
Sans Chalandon, je vais justement revenir sur votre roman Enfant de salaud. Vous aviez déjà écrit sur des figures paternelles, la même, bien sûr. mais vous ne révéliez pas la même chose. Ce n'est pas forcément les mêmes aspects de cette figure qui étaient au cœur de ces romans. Je pense à Profession du père notamment. Non, parce qu'il y a des éléments qui me manquaient. Oui. En fait, j'ai écrit la légende de nos pères pour dire à mon père, je sais que tout ce que tu as raconté dans ta vie est faux. Sauf que dans la légende de nos pères, qui est un roman, l'héroïne est une femme, c'est la fille du menteur. Et quand mon père a lu ce livre-là, donc c'était la dernière tentative que j'avais de lui dire, je sais que tout est faux, et ce livre-là va t'expliquer que je le sais. Mais lui, il n'est pas habitué au roman, c'est un homme qui n'est pas habitué au livre. Et quand il a vu que l'héroïne était une femme et que le héros, le père menteur, vivait à Lille, il m'a dit, quel con ce menteur-là. Voilà, donc tout de suite, il a été celui qui a dénoncé le menteur. Ensuite, quand j'ai écrit... Mais je n'ai pas osé l'affronter, je n'ai pas osé lui dire, je sais que tout est faux. Quand il est mort, j'ai écrit Profession du père. Donc cette fois-ci, il est mort, et je raconte tout ce qui s'est passé dans l'enfance avec le père. Donc mythomane, violent, fou, mort en hôpital psychiatrique, qui avait 10 métiers par semaine, professeur de judo, agent secret, chef de la CIA, l'amant d'Édith Piaf, tout ça a été évidemment faux, mais moi je suis un enfant, je le crois. Et le dernier livre, c'est ce qui me manquait avant. La seule phrase que je gardais de mon grand-père, c'était « Ton père, pendant la guerre, il a choisi le mauvais côté ». Et moi, jamais je l'ai su dans toute mon enfance. Il m'a dit qu'il avait été un résistant. Et enfin, cette fois-ci, il est mort depuis donc 5 ans quand je l'écris. Et je sais maintenant, j'ai mis la main, c'est terrible d'ailleurs, sur son dossier pénal, condamné à la libération, etc. Et moi, je pensais que j'étais le fils d'un collabo. C'est pour ça que j'étais le fils d'un romancier, en fait. C'est-à-dire un homme qui a porté 5 uniformes en 4 ans. Et c'est vrai, c'est attesté par la justice, par la police. Et en fait, je suis le fils de Zelig, je suis le fils d'un prestidigitateur qui ne s'est pas fait prendre. Heureusement, parce que s'il s'est fait prendre, je ne serais pas là avec vous. C'est-à-dire qu'il les a, pendant toute la guerre et après la guerre, il a joué avec la justice, il a joué avec la police, et il s'en est tiré avec une peine légère, 5 ans d'indemnité nationale, c'est-à-dire quasiment rien. Et si ça n'avait pas été le cas, Jean-Baptiste, tu serais avec quelqu'un d'autre ici en train de parler, parce que moi, je ne serais pas né, tout simplement. Donc je dois à la justice française, à sa mansuétude et au travail qu'il a fourni sur un petit collabo de 22 ans, je lui dois d'être là aujourd'hui. Ils ont enquêté, même après la guerre. Il n'y avait pas que des femmes tondues, il y avait aussi des juges, des flics et des gendarmes qui travaillaient et qui cherchaient la justice au-delà des mensonges. On suit dans le livre l'enquête que vous faites sur votre père, l'angoisse que vous avez de ce que vous pourriez apprendre, oui. Et parfois des révélations. Par exemple, quand vous vous rendez compte qu'il dit, par exemple, non, je n'ai jamais fait partie de la milice, oui. mais je portais l'uniforme de la Wehrmacht. Oui. Et vous dites, c'est un soulagement. Mieux, oui, c'est ça. C'est-à-dire que le problème, c'est que donc il a été grand résistant pendant une période de ma vie. C'est ce qu'il me disait. Puis ensuite, il a été collabo. Il me le disait aussi. Mais surtout, il mettait un point d'honneur à tout, selon lui, rendre immense. Donc il était dans la Waffen-SS, dans la division Charlemagne, et il est l'un des derniers à avoir quitté le bunker de Hitler en mai 1945. Tout ça est faux, évidemment. Mais lui, moi j'ai cru que c'était vrai, parce qu'il m'a dit, je te dis enfin la vérité, parce que je me suis dit, mais comment peut-on se glorifier d'avoir été dans la Waffen-SS en 1945 ? Et en fait, c'était encore un mensonge. Et je crois qu'il a un mot qui, pour moi, résume absolument tout. Un mot à un juge qui lui dit, mais pourquoi mentez-vous ? Et il dit, parce que je veux me faire valoir. Et cette phrase, je veux me faire valoir, c'est une phrase qui a pourri notre vie, qui a empoisonné ma famille, qui m'a empoisonné. Et se faire valoir, c'est aussi dire qu'il était dans la Waffen-SS, pour lui, aux yeux de son fils, il est en train de se faire valoir. Alors qu'il est en train de... Je ne le juge pas là-dessus, mais l'enfant de salaud, c'est important de le dire, c'est pas le père qui a été habillé en allemand à un moment donné de sa vie, puisque quelques temps après, il était dans la résistance. Donc il a tout fait en fait. Il a joué à la guerre plus qu'il a fait la guerre. Et pour moi, l'enfant de salaud, c'est l'homme qui a menti à son fils. C'est juste ça. Le salaud, c'est l'homme qui m'a laissé sans lumière, sans vérité, sans rien, et qui m'a balancé dans la vie comme ça, comme dans la boue d'une rue pluvieuse. Mais ce qui est, si je peux me permettre, Julien,
Ce qui est incroyable, c'est que c'est un salaud, mais c'est un salaud extraordinaire. Je trouve qu'on ne peut pas s'empêcher d'avoir un regard étonné sur ce type qui, malgré ses mensonges, s'est aussi échappé de situations tout à fait improbables. Et je trouve que le regard que tu portes sur lui, c'est un regard apaisé aussi aujourd'hui. Presque. Ouais, et ça, ça fait aussi toute la puissance du livre, je trouve. Mais presque, mais alors, puisqu'on se parle, moi j'étais dans un labyrinthe à la maison. Et dans le livre, l'enfant, le père et la mère, enfin, le père emmène sa famille exactement comme une secte dans un lieu inconnu, enfin connu de lui seul, en tout cas. Et dans le livre, je retrouve les mêmes choses, c'est-à-dire un père tout-puissant, un père dont tu sens qu'il peut avoir le droit de vie et de mort, un père qui a un passé qu'il cache, et surtout un père qui t'enlève de ta terre, qui t'enlève de ta maison, qui t'enlève de tes habitudes pour te mettre dans un lieu où il sera plus puissant encore, parce que c'est un lieu qu'il s'est choisi, lui. Et moi, mon père, le lieu qu'il s'était choisi, c'était le mensonge. Je citais ce passage, c'est page 39 du livre. Et vous écrivez ceci. Lorsque je suis devenu adulte, mon père ne m'a plus parlé de la résistance. Son fils, son spectateur, son captif, avait quitté le théâtre sur lequel il régnait. Il n'y avait plus de petites mains pour applaudir sa bravoure. J'ai passé mon enfance à croire passionnément tout ce qu'il me disait et le reste de ma vie à comprendre que rien de tout cela n'était vrai. Il m'avait beaucoup menti, martyrisé aussi, alors j'ai laissé sa vie derrière la mienne. Et ça pose la question de l'emprise qu'un père peut avoir sur son fils. Comment est-ce qu'on sort justement de cette emprise ? D'abord, je pense qu'on n'en sort pas. Enfin si, je pense qu'on en sort difficilement. D'abord en s'enfuyant. Enfin moi je me suis enfui à 17 ans et en fondant une famille, c'est-à-dire en essayant d'être une famille normale avec de l'amour, de la tendresse, avec la vérité. Mais au fond du cœur des gens qui ont été sous emprise, quelle que soit l'emprise, il y a quelque chose qui est brisé, toujours. C'est-à-dire que des gens disent que je ne suis pas doué pour le bonheur. Simplement parce qu'enfant, le bonheur, on ne m'a pas expliqué ce que c'était. On ne m'a pas appris ce que c'était. Ce que c'est que la peau d'une mère, qu'un baiser le soir quand tu te couches, un père qui vient auprès de ton lit et qui te dit la vérité. Je n'ai pas appris ça, je n'ai pas connu ça. Donc oui, on sort de l'emprise dans le sens où il y a un jour où il meurt, il y a un jour où on sait que tout ça était faux, mais au fond de soi, on a le père ricane encore, et le père t'empêche encore, même si tu écris, même si tu en fais un film, un livre, 2 chansons, une musique, n'importe quoi, un poème, même si tu fais tout ça, au fond de toi, il t'a légué sa tristesse, sa douleur et ses mensonges. Et ça, c'est quelque chose dont je ne me défrais pas. Et d'ailleurs, je ne veux même pas m'en défaire, ça fait partie de mon socle. Voilà, c'est c'est le côté noir de ma vie, c'est ce qu'il m'a légué, c'est-à-dire comment ne pas savoir vivre. Voilà. Et moi, je fais tout pour essayer de vivre, pour comprendre comment ça marche. Je veux dire que, je ne sais pas pour toi, parce qu'on n'en a pas discuté, mais il faut se reconstruire totalement. Il faut recommencer à zéro. Il faut sortir de la montagne, il faut retrouver la maison, il faut retrouver la vie, il faut retrouver les choses simples, il faut élever des enfants. Voilà. Mais c'est quelque chose qui est... Même mort, il ricane encore. Et ça, c'est d'une violence absolue. Le mécanisme de l'emprise, c'est aussi au cœur du Fils de l'homme. Et dans ce roman, il y a même, on a parlé d'un fils, mais il y a 2 fils dans ce roman, puisqu'il y a 3 générations d'hommes qui se succèdent dans les murs de cette maison. Et on sent justement ces mécanismes d'emprise qui restent présents. Comment est-ce que vous les avez abordés, Jean-Baptiste Delamos, ces mécanismes d'emprise ? Alors tout d'abord, Sorge, je le disais au début, c'est vrai que quand il y a une emprise, il y a souvent la nécessité d'isoler la personne que l'on cherche à placer sous l'emprise, alors qu'on l'isole par le mensonge ou qu'on l'isole de manière géographique en l'entraînant dans une montagne reculée. Moi, c'est le choix de ce personnage de père. On va comprendre au milieu du roman, lors d'un long monologue dans lequel il va se lancer, que lui-même a vécu là auprès de son propre père, qui était un type rongé par la douleur suite à un accident qui lui est arrivé dans la Syrie dans laquelle il travaillait. Rongé aussi par la souffrance d'avoir perdu son épouse trop tôt. Cet homme a entraîné son fils dans cette montagne avec le projet fou de relever cette ruine qui plus tard s'appellera les Roches.
Et finalement, ce monologue vient éclairer les motivations de ces hommes et la façon dont, justement, presque malgré eux, cette violence-là s'est transmise. Alors moi, c'est une fiction. L'histoire de Sorge est réelle, même s'il a fait par endroits le choix de la fiction aussi. Moi, mon idée, c'était peut-être que pour rompre avec cet héritage de la violence, le fils allait devoir utiliser les mêmes armes que le père. En gros, traiter le mal par le mal, répliquer au mal par le mal. Et finalement, il y a aussi quelque chose de ça, même si on sent la relation, je trouve dans le livre de Sorge, même si on sent cette relation apaisée, avoir recours à l'écriture et à la littérature pour faire face aux mensonges d'un père, c'est aussi utiliser quelque part les mêmes armes que lui, même transformées, même idéalisées. Mais voilà, il y a quelque chose comme ça qui est de l'ordre d'une opposition des forces pour pouvoir s'en libérer. Le mentir vrai. Oui, mais nous, on a le droit. Parce qu'à la fin de nos livres, d'abord, il y a écrit roman. Voilà, donc on prévient. Dans la vie de nos pères, il n'y avait pas écrit roman. Ou quand l'homme emmène sa famille aux roches, il ne leur prévient pas que non, ce n'est pas de la fiction, c'est pour les éloigner, c'est pour les martyriser, c'est pour leur faire payer ce qu'il a vécu un peu quand même, beaucoup quand même. Il y a la question de la loyauté aussi qui se pose. Ce père qui emmène sa famille aux roches, c'est une forme de loyauté envers son propre père. Son père, ouais. Oui, et puis lui-même estime qu'on lui doit une sorte de loyauté. Ce sont des hommes qui ont comme ça une sorte de représentation de ce qu'est la masculinité, des égards qu'on leur doit, et il estime que sa femme lui doit par exemple une forme de loyauté absolue, bien qu'il se soit absenté pendant des années, etc. Et c'est quand il va découvrir qu'elle attend un enfant qui n'est pas de lui, que finalement il va se sentir bafoué, trahi, et que sa colère va être décuplée. Donc c'est aussi des hommes qui sont finalement aux prises avec une certaine image de leur identité, du patriarcat, qu'ils se traînent comme ça de génération en génération. Est-ce que c'est des questions aussi qu'on se pose quand on parle de son propre père, Sorge Chalandon, de la loyauté au père, dans le fait de révéler sa vie, ses mensonges, ses erreurs, ses errements? Et est-ce que je trahis la mémoire de mon père en écrivant ce livre-là? Non, je pense que je sauve la mienne. C'est-à-dire, c'est trop tard. Moi, j'ai fait tout ce que je pouvais. Moi, j'ai fait profession de fils jusqu'au bout. Jusqu'au bout, j'ai mis tous les signaux sur sa route pour lui dire « Je t'en supplie, avant de mourir, parle-moi ». Il ne l'a pas fait. Maintenant, c'est fini, c'est trop tard. Donc, je dois loyauté à ma famille, à mes enfants. Je dois loyauté à la famille que j'ai construite. Mais en tout cas, lui est un traître. Et je n'ai aucune loyauté envers les traîtres. Même si je mets pas du tout de côté le côté folie. Parce qu'il avait il était fou. Les psychiatres l'ont déclaré fou. Il a été en hôpital psychiatrique, etc. Quand bien même. C'est-à-dire qu'il y a des moments où cette folie, c'était pas juste dire je suis le dernier à avoir quitté la cuvette de Dien Bien Phu, ce qui était évidemment faux. Mais la folie, c'est de faire mal à un enfant jusqu'à ce qu'il en pleure. Et je trouve que là, il y a des moments où la folie, elle n'existe plus. Il y a une perversion qui est extrêmement violente, qui est extrêmement dure. Et là, je sens des éclairs de lucidité chez lui. Ça, pour moi, c'est la trahison. Et cette trahison, elle sera à vie. Et je n'ai plus de compte à lui rendre. Aucun. La question de l'amour aussi, qu'on porte justement pour ses parents et notamment pour son père, sont présents dans les deux livres. Il y a ce passage, c'est page 138 du Fils de l'Homme, où Jean-Baptiste Delamot, vous écrivez sur l'amour et sur peut-être le mal que ça peut parfois nous faire dans la façon dont on l'investit. On aime et on a l'illusion de la vie. On aime et on croit avoir trouvé un sens à tout cela, une raison, un ordre au chaos. Mais l'amour, en vérité, nous infecte, nous corrompt l'âme et le cœur. Il faudrait tout aimer également ou ne rien aimer du tout, car placer tous ses espoirs en un seul être, aussi faillible, aussi défaillant, aussi sournois qu'un être humain, portant lui-même en son sein un vide d'une profondeur aussi abyssale, ce n'est pas autre chose que de la folie pure. Alors ça peut être vrai de tous les amours, mais dans leur rapport au père, justement, le rapport à cette figure paternelle, est-ce que c'est un amour particulier de ce point de vue ? Oui, c'est un amour particulier parce qu'a priori, c'est un amour avec lequel on grandit. C'est presque un amour de fait qui, dès le départ, nous accompagne. On projette bien évidemment sur cette figure du père une forme d'idéalisation
qui inévitablement se heurtent à un moment ou à un autre à la réalité des failles qui sont celles de tout être humain. Et quel que soit le père que l'on a, un jour ou l'autre, on s'aperçoit qu'il n'est qu'un homme. Et qu'en ça, il est faillible et qu'il est bien différent de celui qu'on avait peut-être imaginé qu'il soit au départ. Dans ce rapport au père, votre personnage d'enfant a une forme de barrière qui est sa mère, qui est la tendresse que sa mère lui apporte et la défense qu'elle essaye d'opposer au père. J'ai trouvé... Alors ça, c'est ce qui nous sépare. J'ai trouvé voilà, que le personnage de votre mère était effacé dans votre roman. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un enfant qui peut trouver protection. Et dans ce livre-là, dans cette vie-là, ça n'a pas eu lieu. C'est-à-dire que la mère était une victime telle, était un martyr tel, qu'elle n'osait même pas protéger ses enfants. C'est-à-dire que c'est d'une violence absolue. C'est-à-dire qu'il aurait suffi peut-être... En ce qui me concerne, ou en tout cas ce qui concerne les personnages du livre, il aurait suffi que la mère se penche vers l'enfant en pleine nuit, comme ça, un soir où le père dort, en disant « Ne t'inquiète pas, tout cela est faux », pour que ça soit juste magique. Et ce mensonge-là, elle l'a gardé avec elle, elle l'a gardé, c'est pas qu'elle l'a soutenu, c'est qu'elle ne l'a jamais nié. C'est-à-dire que quand mon père m'avait demandé, c'est dans Profession du père, qui m'avait dit qu'il était à l'OAS, qu'il était un chef de l'OAS, et qu'on allait tuer De Gaulle, qu'il fallait qu'un enfant tue De Gaulle. Et cet enfant, c'était moi. Donc il m'a entraîné pendant 4 semaines avec une arme pour tuer De Gaulle. Alors, évidemment, tout ça était faux. Mais quand je demande à ma mère, qui est seule dans la cuisine, il n'est pas là, elle est seule. Je suis collégien. Je vais tuer De Gaulle. Je lui dis, maman, tu te rends compte, qu'est-ce que je vais faire? Et ce qu'elle me dit à ce moment-là, c'est, oh, moi, tu sais, la politique, il faut demander à ton père. Elle aurait juste pu me dire, mais ne crains rien. Moi, la politique, c'est l'histoire de ton père. Voilà. Et là, moi, j'ai personne vers qui me retourner. Personne. Est-ce que la mère, dans votre roman, justement, est cette figure qui peut permettre d'arriver à l'enfant, justement, de sortir de l'emprise paternelle? Alors malheureusement pas, mais si je vous en dis plus, je vais révéler quelque chose du livre. Mais en tout cas, dans un premier temps, elle est en contrepoint à la violence du père, bien évidemment. Et pour cet enfant, elle est un refuge. Ce que je voulais par là, c'est est-ce que la présence d'une mère, la tendresse d'une mère, peut suffire à contrebalancer la violence et l'emprise d'un père? Je ne sais pas. Très honnêtement, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas vécu cette expérience. Je sais qu'il y a des mères de l'âge de ma mère, à l'époque où je vivais, qui ont pris les 2 gosses sous leurs bras en pleine nuit, qui sont partis et qui ont sauvé les enfants. Donc je sais que c'est jouable, je sais que c'est possible. Je l'ai su très tard, ça. Mais je sais qu'il y en a qui l'ont fait, et oui, qui ont sauvé leurs enfants et elles-mêmes, parfois au péril de leur vie. Donc c'était possible. Mais voilà, c'est pas tombé sur moi. Il y a un motif qui est court tout au long du roman, c'est celui du procès. Oui. On va dire la grande deuxième moitié du livre est rythmée par le procès de Klaus Barbie. Oui. On est en 1987, c'est un procès que vous avez vous-même couvert. Oui. Pourquoi est-ce que ce procès forme justement le cœur de ce livre? Est-ce que c'est véridique, le fait que votre père ait suivi ce procès avec vous? Oui, c'est-à-dire que moi, en 87, il me demande d'assister au procès Barbie. Il m'a raconté qu'il était un grand résistant. Après, il a changé, mais en tout cas, lorsque le procès Barbie s'ouvre, il est un grand résistant. Nous étions à Lyon, c'était quasiment le supérieur de Jean Moulin. Donc, moi, j'avais la bouche grande ouverte. Mon papa, Jean Moulin, c'était assez formidable. Mais mon grand-père m'avait dit que j'étais un enfant de salaud. Mon grand-père m'avait dit qu'il avait choisi le mauvais camp. Et j'espérais que pendant ce procès, il allait craquer. C'est-à-dire pendant ces plus de 2 mois, peut-être, qu'il y aurait une petite lueur comme ça. Il ne s'est rien passé du tout. Et au contraire, il était toujours en contrepoint par rapport aux autres. Quand une déportée venait témoigner, il souriait. Quand une femme torturée venait parler, il haussait les épaules. Il me disait que tout ça était faux. Donc il avait plutôt l'attitude d'un salaud que d'un héros. Et quand il est mort, donc toute son histoire, je l'ai su après sa mort, en 2020,
Et quand j'ai su toute son histoire, toute cette vérité complètement folle, quand il dit au juge, monsieur le juge, pardonnez, il lui fait une lettre, pardonnez mon pauvre style, je suis un soldat, pas un romancier. Moi, c'était terrible, j'ai éclaté de rire, rire nerveux. Et je me suis dit, et si cette histoire-là, si son histoire, la vraie histoire, je l'avais eue pendant le procès Barbie, et si le moment où on entre tous les deux en 87 au procès, il y a Barbie dans son box, et derrière moi, il y a ce petit personnage, mon père, dont je sais tout. Et je vais pouvoir le confronter, je vais pouvoir l'affronter, je vais enfin pouvoir lui dire, papa, je sais. Et mon roman, en fait, c'est quoi? Eh ben, c'est un changement de date. Quand le procès Barbie s'ouvre, quand mon père arrive avec moi, effectivement, au procès Barbie, j'ai son dossier et je vais l'affronter. Et ce que je n'ai jamais pu faire, je le fais enfin. Alors, la littérature, la fiction, c'est aussi de réveiller un mort, et non pas pour faire son procès, j'ai pas envie, je ne suis pas un juge, mais pour instruire son histoire et lui dire, je sais. Et ça, pour moi, ce procès Barbie allait de soi, parce que je n'avais pas la clé. Je n'avais pas la clé, et je voulais que tous ces moments de ce procès c'est un procès immense, les dernières voix qui venaient nous raconter les tortures, la déportation, les dernières voix, elles sont toutes éteintes peu après. Je voulais que ces voix-là, il y a été confronté en souriant. C'est un livre pour qu'il arrête de sourire. En fait, c'est ça. Je voulais qu'il arrête de sourire. Ce qui oppose les deux pères aussi de vos deux romans, c'est, vous le rappeliez, le vôtre parlait beaucoup, Oui, mais ne disait jamais la vérité, jamais la vérité. alors que le vôtre ne dit rien. Il reste une énigme, y compris sur les 6 ans de sa disparition. Et cette question du silence des pères... Mais il y a beaucoup de regards dans nos livres, Oui. je trouve. Il y a des paroles, mais j'ai retrouvé cette formidable... ces regards capturés, ces gestes, ces silences. Et j'aime beaucoup ça. Moi, si mon père n'avait rien dit, je pense qu'on aurait fait le même livre. C'est-à-dire, mais là, il se trouve qu'il parle. Mais j'aime quand tu mets en scène, parce que tout peut être dit autrement que des mots. Et généralement, le regard ne ment pas, ou rarement. Vous l'avez dit, le seul moment où il parle, c'est un long monologue très puissant au milieu du livre. Long monologue d'ailleurs dont on se demande s'il le dit vraiment ou si c'est quelque chose qui est fantasmé. Et dans ce long monologue, c'est page 157, vous écrivez ceci. C'est au bord de cette tombe, sous cette pluie torrentielle, que je me suis promis de terminer de relever les roches, d'achever ce que nous avions commencé ensemble, sans me douter qu'il y a des choses qu'il est préférable de ne pas réveiller. Des souvenirs et des hommes qui doivent rester ensevelis, car ils n'attendent en réalité que cela, que l'on vienne les tirer de leur profonde torpeur pour ressurgir et répéter sans cesse les mêmes hantises, les mêmes désastres. Alors vous réveillez justement cette figure. Pourquoi justement est-ce qu'il vaut mieux parfois, est-ce qu'il a raison de penser qu'il vaut mieux les laisser ensevelis, pour ne pas rester hantés par les figures qui nous ont fait du mal? Pas forcément, parce qu'on a déjà fait une rencontre avec Sorge il n'y a pas longtemps, et en sortant de scène, j'ai demandé, mais est-ce qu'il y a quelque chose pour toi qui est réparé grâce à ce livre? Et je me souviens que tu m'as dit, ce qui est certain, c'est que je ne parlerai plus du père. Oui. Et finalement, la preuve est que justement de réveiller ce père, ça a permis de fermer au moins quelque chose. Oui. Donc voilà. De même, moi j'ai l'impression qu'avec ce texte-là, j'en ai fini aussi de traiter cette thématique de la transmission de la violence des fils au père. Donc je me demande toujours si les livres nous apportent ou nous enlèvent quelque chose. Moi j'ai toujours l'impression de ne pas sortir tout à fait indemne de l'écriture d'un roman, mais forcé de constater que parfois ils parviennent peut-être à résoudre ou à penser quelques plaies. Penser P-A-N-S-E-R, oui. C'est votre avis aussi, Sorge Chalandon? J'aimerais, mais j'ai du mal. Moi, je vis avec les plaies, en fait. Moi, j'ai pas envie de guérir. J'ai pas envie de guérir parce que je crois que si je guéris, il faut que j'oublie. Et j'ai pas envie d'oublier le procès Barbie, les enfants d'Isieux. J'ai pas envie d'oublier Sabra et Chatila. J'ai pas envie d'oublier les reportages de guerre que j'ai pu faire, les victimes. J'ai pas envie d'oublier mon père. J'ai pas envie d'oublier le mal qu'il m'a fait. Je veux vivre avec, mais je veux le tenir en main maintenant. C'est-à-dire que c'est plus lui qui me tient en main, c'est moi qui tiens ça en main. Et ça, c'est extrêmement important. Mais oublier, pour moi, ça serait trahir. Et je ne veux pas oublier. Et je veux le transmettre aussi.
Je veux dire, mes filles, elles le savent, ma femme le sait, mes amis le savent, ils savent tout ce que j'ai vécu. Et j'ai pas envie moi, j'aime pas, on en parle souvent, mais de ce mot de tourner la page. Moi, je tourne pas les pages. Je tourne pas les pages parce que je pense que ceux qui la tournent, ils l'ont pas lu, en fait. Et moi, j'aime écrire la page, j'aime garder la page, j'aime pas tourner la page. Et je vis avec un ensemble de pages qui n'ont pas été tournées. Et ça me va. Donc, je veux pas guérir, mais je veux en finir. Ça, c'est vrai. Moi, je ne reviendrai pas vous voir un jour avec mon père 3, le retour, il n'est pas content du tout de ce que j'ai écrit. C'est terminé. En fait, je crois que c'était terrible à dire. J'en ai marre de mon père, là. Vous savez, j'en ai marre. Je suis arrivé, voilà, la légende de nos pères, profession du père, enfant de salaud. Ça y est, c'est le livre du père, pour moi, il est refermé et il est bien refermé. C'est-à-dire j'ai plus de doute. Maintenant, je sais. Et c'est bouleversant de ne plus poser la question « Qu'est-ce que tu as fait ?» Pour moi, c'est quelque chose de bouleversant parce que je sais. Et ce qui est encore meilleur, c'est qu'il ne sait pas que je sais. Et ça, je trouve, c'est une revanche absolument incroyable. Vous auriez voulu qu'il lise ce livre? Alors non, s'il m'avait parlé, il n'y aurait pas eu de livre. Ce livre est le résultat d'un rendez-vous manqué. Donc il ne pouvait pas le lire. Si mon père m'avait parlé, je crois que j'aurais fait peut-être aucun livre, peut-être sur rien d'ailleurs, quand j'y pense, peut-être sur rien. Et c'est parce qu'il a menti que j'ai commencé à écrire. C'est terrible. Ouais, c'est bien qu'il ait menti peut-être alors. Du coup, je sais pas. Je sais pas. Vous venez de dire, Jean-Baptiste Delamo, que vous avez eu l'impression d'avoir clos un cycle. Alors dans le règne animal, il y avait déjà aussi cette idée de la transmission de la violence. Pourquoi est-ce que vous avez eu le sentiment que ce cycle est clos aujourd'hui? Peut-être parce que j'ai l'impression d'avoir trouvé enfin la bonne focale pour traiter cette thématique-là, la bonne forme pour un texte, et que j'étais arrivé au bout de ce que je pouvais expérimenter sur cette thématique et dans l'espace du roman. Mais bon, je pense et je fais aussi confiance à Sorge pour cela. On a suffisamment d'autres squelettes dans le placard pour écrire d'autres bouquins, donc je me fais pas de soucis pour la suite. Moi non plus, je ne me fais pas de soucis pour la suite. Merci infiniment, Jean-Baptiste Delamo. Merci infiniment, Sorge Chalandon, pour vos remarques et vos regards. Je rappelle vos romans, Le Fils de l'Homme, prix du roman Fnac, publié chez Gallimard, et Enfant de salaud, publié chez Grasset. Merci à tous. Merci. Bonne fin de soirée. Merci.